Bonjour à tous, comment allez-vous? Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et avec Franck Chenet qui va se présenter tout de suite. On va parler de transformation digitale. J'espère que vous allez bien. Bonjour Franck, comment vas-tu? Bien, salut Gabriel, écoute, je vais bien, merci de ton accueil. Donc, moi je dirige, alors j'ai eu plusieurs casquettes chez Antalis. Je vais expliquer Antalis dans un instant. Je suis arrivé il y a 6 ans dans le groupe pour créer la direction de la transformation digitale, puis j'ai évolué sur différents périmètres, l'offre de services, le marketing, la communication, la RSE et tout ce qui est corporate communication également. Voilà, donc merci de consacrer cette session d'aujourd'hui sur la transformation digitale en B2B et le modèle, on va dire, euh, soit à apporter de perfection ou à illustrer en termes d'expérience. Alors, Antalis, en quelques mots, Antalis, c'est le leader européen sur 3 marchés strictement B2B, le papier, l'emballage et la communication visuelle. Alors, je vais en dire 2 mots pour chacun parce que c'est important de comprendre le contexte justement de ce que l'on a voulu initier en transformation digitale il y a maintenant 6 ans. Alors le papier, c'est naturellement le papier que vous mettez dans votre imprimante tous les jours, mais c'est également le papier fin de création pour les royaumes, pour le milieu du luxe, pour les brochures haut de gamme pour vendre des voitures de luxe, par exemple, etc. Donc, chez nous, le papier, c'est 1,2 milliard de chiffre d'affaires. Et il est vendu sous quelle marque? Alors, il est vendu sous des marques alors, que vous connaissez certainement, Conqueror, Xerox, Datacopy, PrintSpeed, Oh, puis tu n'as pas après, besoin de nous les faire tous, mais c'était effectivement pour qu'on sache si on les a eus chez nous. Et moi, effectivement, ouais, j'en ai ouais, non. eu chez moi, Effectivement, dans mes tu as aussi imprimantes. des marques distributeurs, etc. Donc, sur l'emballage, on est Et tu principalement parlais de sur. papier pour les royaumes aussi? Ouais, ouais, bah on fournit des Buckingham Palace, on fournit. Oui, parce que si tu veux, le papier, c'est aussi du papier fin de création qui peut être filigrané avec le logo à l'intérieur même du papier. C'est le cas de LVMH, par exemple. Donc on est sur quelque chose qui est aujourd'hui le papier, ça peut être un papier de consommation courante, mais c'est aussi un élément de branding et de notoriété très fort sur le luxe. Hein. Sur le luxe, on parle de Chanel, Dior, etc. Et également des marques Ferrari, haut de gamme dans des secteurs de produits plutôt exclusifs, on va dire. D'accord. Sur l'emballage, on est plutôt sur un marché de l'emballage industriel, donc on est sur les grands faiseurs de l'automobile, mais également de la grande consommation, grande distribution. Donc on est sur un secteur qui pèse environ 600 millions d'euros. On attaque plutôt le haut de la pyramide du marché, l'inverse étant le bas de la pyramide, où là on est plus sur la petite TPE qui veut 20 boîtes pour déménager, etc. C'est aussi notre métier, c'est pas forcément notre cœur de métier. D'autres le font très bien, des généralistes du monde du bureau, hein, Manutan, Bruno, Raja et compagnie. Donc là, on est principalement connu pour ce que j'appelle moi être le Shazam de l'emballage, c'est-à-dire que tu prends un produit et au micron près, on est capable d'envoyer un moteur Ferrari dans le monde entier, avec en plus des fonctionnalités. L'emballage, c'est pas juste un carton extérieur, hein, c'est aussi des matières anticorrosives pour un moteur qui voyage, bon, etc., etc. Notre dernier secteur d'activité, c'est la décoration, c'est la communication visuelle. Alors, la communication visuelle, dans le B2B, c'est un marché qui est extrêmement diversifié. Ça va de l'habillage des voitures des commerciaux Orange avec des messages publicitaires à l'habillage des bornes de sécurité à la sortie des magasins anti-vol, mais également la décoration intérieure B2B, les gares, les aéroports, les sièges sociaux, les centres commerciaux. Donc, par exemple, la boutique Louis Vuitton sur les Champs-Élysées, ce que tu crois être du papier peint, c'est en fait un papier plutôt magnétique où on peut changer la décoration de la boutique en une nuit. Voilà. Donc, on est toujours sur les 3 secteurs d'activité. Le fil conducteur, ça va être le papier, la pâte à papier, ou alors le film adhésif.
sachant que le papier, c'est aussi un produit qui s'associe à la matière textile. On fait par exemple des bâches pour couvrir des monuments en travaux, avec dessus sur la bâche, tu sais, un dupliqué de la façade, par exemple, imprimé dessus pour couvrir le bâtiment le temps des travaux. Voilà, donc on est sur un marché très diversifié. Donc on est aussi, et on va arriver au sujet qui est transformation digitale, on est aussi sur des marchés qui sont structurellement et conjoncturellement en migration. Le papier, c'est un marché qui perd 3 points de valeur tous les ans environ. Alors ça ne veut pas dire que notre activité baisse, c'est-à-dire que nous, elle grandit par le biais d'acquisition, de développement de produits, etc. Mais il est clair que le marché du papier, aujourd'hui, est en décroissance parce que les usages dans la boîte aux lettres changent, parce que le digital, et le but, c'est pas d'opposer le papier au digital, mais le digital prend de la part de marché en termes de communication, etc. L'emballage, on est plutôt en croissance puisqu'on bénéficie de toute la partie post-pandémie ou même durant la pandémie de la croissance des ventes e-commerce, mais également des nouvelles pratiques comme l'emballage alimentaire et la croissance de la vente à emporter. Et puis, c'est aussi un marché qui est très sujet à la réglementation. Par exemple, l'Europe qui travaille sur l'interdiction de l'emballage à usage unique. Sur la partie communication visuelle, on est aussi en croissance. Sur le papier, depuis 20 ans, la perte, elle est de combien, enfin, justement, avec le digital, sur la globalité de la période? C'est sûr, si moi je te parle juste en Thalys, on est sur un marché sur les 10 dernières années qui a perdu en valeur 500 millions d'euros. D'accord. Donc un tiers. Ouais, non, mais c'est une question, si tu veux, qui est compliquée parce que elle a perdu, mais on a aussi fait de la croissance dans le monde du papier par des rachats, des rachats, du développement de produits, parce que le papier, c'est aussi du papier connecté, c'est du papier bancaire, c'est des usages qui reviennent aussi. Tu vois, tu prends Yves Rocher, Yves Rocher, c'est le premier acteur et pourvoyeur de papier marketing direct en France. Il n'a pas abandonné le papier. Puis le papier a plusieurs vies. Un papier se recycle en moyenne jusqu'à 8 fois. Par contre, le digital tue la planète 7 fois plus que le papier. Donc, il y a beaucoup de fausses idées sur le papier. Moi, je suis convaincu que le papier a clairement sa place avec le digital. C'est d'ailleurs l'objet de nos bouquins et de nos méthodes, c'est de dire que on est presque dans un monde post-digital où il faut arrêter de penser avec des recettes toutes faites. Le digital marche pas à tous les coups. L'inbound marketing dont on vient marche pas à tous les coups. Et il faut savoir vraiment mixer en fonction des parcours d'achat des clients, inbound, outbound, digital, offline. Et de fait, nous, on s'est mis à faire du papier avec des vrais livres et une maison d'édition. Non, mais tu as raison. Puis tu sais quoi, je pense que nous, on n'est pas, il n'y a aucun complexe au sujet et pas d'état d'âme. On est dans un marché où on sait que il y a une part du digital, il y a une part du papier. Je pense aussi qu'en termes de communication, le papier a un rôle plein et entier. Tu vois, moi, par exemple, j'étais invité à un événement récemment. J'ai eu la surprise de recevoir la confirmation dans une enveloppe par la voie postale, un peu comme un faire-part, quoi, avec un carton d'entrée. Bon, on s'en rappellera plus qu'un email qu'on a effacé en 2 secondes, tu vois. Donc, c'est clair, c'est clair. Bon. Et donc, sur la communication visuelle, on est sur un marché porteur par rapport à 2 facteurs principaux. Le premier, c'est qu'il y a un besoin en B2B de faire revenir les gens, notamment au travail. Donc, les entreprises nous challengent de plus en plus dans le cadre de la décoration d'intérieur pour... alors, si je veux faire simple et un peu caricatural, les entreprises nous disent je veux que mon bureau ressemble à un magasin Ikea, comfy, cocooning, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment un besoin de faire revenir les gens au boulot, malgré ou avec le télétravail. Première tendance. La deuxième tendance, c'est que de par tout ce qui est signalétique et une vraie tendance éco-responsable, on a dans notre volet d'activité signalétique, notamment en magasin. Tu prends Ikea, on travaille avec eux pour 27 magasins, on fait un pilote pour revoir toute leur signalétique en magasin. Ils passent du vinyle à des signes, des pancartes en nid d'abeille, par exemple. Donc,
On est vraiment sur une prise en compte que toute la partie signalétique issue du monde du vinyle, de la PVC ne marche plus. Imaginez l'ébène derrière la porte de Versailles, après 3 jours de salon, vous avez c'est un déchet planétaire énorme. Donc nous, on travaille avec la filière pour justement travailler sur des matières éco-responsables et surfer sur la tendance de rendre des produits et un monde de communication beaucoup plus responsable, tout simplement. Donc là, vous avez le contexte, vous avez notre activité. Donc en résumé, on fait 2,2 milliards à la louche. On est rattaché à un leader japonais, le leader mondial du papier, puisque nous, on est leader européen, depuis maintenant 2 ans. Donc consolidé avec notre maison mère, on est sur 4,2 milliards d'euros d'activité dans le monde. Sous la marque Antalis, on couvre l'Europe et l'Amérique latine. On a 30 pays. Ça a son importance, là encore, sur la transformation digitale et le process qu'on a mené. On a 4000 collaborateurs, 93 centres de distribution et on sert environ 110 000 clients. Voilà. Alors, la transformation digitale qui est le sujet de notre conversation du jour, qu'on a voulu avec Gabriel très open, très interactif. Donc, on ne va pas vous donner 50 slides de chiffres et de business plan. Alors, qu'est-ce qui est important dans ce qu'on a fait, sachant qu'il y a des succès, il y a évidemment eu des points de difficulté, donc je vais essayer de remonter le temps et de vous raconter en quelques minutes les 6 dernières années. Le point de départ, c'est quoi ? Le point de départ, c'est déjà de prendre en compte ce que je viens de vous donner, parce que je crois qu'on ne transforme pas une entreprise sans une vraie prise en compte du contexte et intérieur, la maturité de l'entreprise, notre capacité à grandir, notre capacité à évoluer. Alors, je vais d'ailleurs éviter de dire trop le mot transformer parce qu'en fait, nous, en interne, le mot transformation a fait peur. C'est un mot qui est intimidant. Et je me rappelle mon parcours d'intégration quand je suis arrivé dans la création de poste. J'avais croisé cette chef de produit qui m'avait dit un peu palote c'est toi qui vas me transformer. Donc, donc je lui ai dit de se rassurer et que tout allait être constructif et bienveillant. Et en fait, l'idée de cette création de poste, c'était de prendre justement l'expertise métier de chacun et de l'accompagner dans cette migration vers le digital, sachant que le poste lui-même est un peu schizophrène d'être dans la transformation digitale, dans le leader mondial du papier. C'est un peu bizarre. Bon. Donc le point de départ, c'est l'interne, la maturité. C'est aussi le point de départ externe. Nous, on est leader de notre marché. Donc, on n'avait pas de pression outre mesure d'un leader au-dessus à devenir un Amazon, etc. En revanche, il y a 6 ans, c'est d'ailleurs, parce que encore une fois, dans l'introduction, vous avez vu qu'il y a l'étape de on a été vendu il y a 2 ans. Les deux sont liés, c'est-à-dire qu'on devait préparer le terrain pour non seulement être plus réactif aux besoins du marché, à l'évolution des comportements des acheteurs B2B, parce que l'on vende du papier, du packaging, de la communication visuelle ou des livres, des pommes de terre ou des vêtements, on est dans un marché où, comme tout le monde, comme partout, 75% des acheteurs se renseignent d'abord sur la marque par les réseaux sociaux, par la plateforme e-commerce, par notre présence de communication en ligne. Et là, nous, on devait absolument être non seulement présents, mais on devait inscrire cette évolution de notre business model dans un mode qui allait prendre en compte le persona, donc l'acheteur d'emballage industriel, le directeur d'agence de communication, l'architecte d'intérieur pour la décoration B2B. Et à partir de là, on devait non seulement comprendre ses centres d'intérêt, mais également son mode opératoire en termes de recherche d'un fournisseur, les éléments discriminants, les canaux de vente les plus appropriés. Donc, ce qu'on a fait, c'est vraiment de prendre en compte le profil de chacun, ce qu'on appelle le persona, et un exemple très concret qui, je sais, a inspiré d'autres marques. Quand vous allez sur antalis.fr et que vous créez un compte, si vous êtes un acheteur dans l'un de nos 3 secteurs d'activité, on va naturellement vous demander vos coordonnées de livraison, de facturation, etc. Mais dès le début, on va vous demander
votre profil. Donc, je suis, encore une fois, acheteur d'emballage et votre sous-profil, donc le sous-persona. Je suis acheteur d'emballage, mais je suis dans la filière alimentaire, par exemple. Quel est l'intérêt de faire ça quand vous transformez? Parce que transformation digitale, c'est pas juste numériser des process, c'est également votre go-to-market, c'est aussi les modes de communication, les canaux de vente. Ça veut dire que Monsieur Dupont, qui a créé son compte, avant même qu'il commande, je sais dans le mail de confirmation de sa création de compte, lui dire que il y a un lien vers le dernier livre blanc de l'emballage qu'on a créé, une invitation vers le prochain salon où on aura une présence pour justement lui présenter nos différents emballages alimentaires, ou tout simplement un lien vers le site internet, vers la bonne section qui va être pertinente sur son secteur d'activité. Donc, la transformation digitale, elle a commencé chez vous par le marketing et en particulier le marketing d'acquisition. Oui, parce que si tu veux, quand on est dans un marché qui est très concurrentiel et qui n'est pas à forte marge, nous, on est, jusqu'à il y a 2 ans, on était encore listé à la Bourse de Paris, donc ces éléments étaient publics. Nous, on est sur une EBITDA de 4%, quoi. Donc, nous, notre raison notre alimentation, elle est sur le volume. C'est-à-dire que c'est un métier de volume. On n'est pas sur des marges qui nous génèrent 10% d'EBITDA. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire qu'on doit, dès le début, créer une relation de confiance avec Monsieur Dupont, dont je viens de parler, parce qu'on va, dès le début, crédibiliser la relation. C'est-à-dire que sinon, Monsieur Dupont, il va arriver sur antalis.fr et il va avoir un bougli-bougla qui va de l'emballage, de moteur industriel à la décoration velours du magasin Louis Vuitton, et il va se dire il y a à boire, il y a à manger, il y a un peu de tout, et moi c'est pas pour moi. Je suis juste un acheteur d'emballage alimentaire, tu vois. Bon, tout ça pour dire que il faut savoir à un moment dans la relation faire la part des choses entre le volume et le ciblage. Et on est sur un contexte où on a passé le cap de dire dans un email personnalisé cher Monsieur Dupont, nanana. On est dans et la personnalisation et la contextualisation. Et ça, je crois que c'est important. Je pense que, encore une fois, quel que soit le produit, la prestation, le service que vous vendez aujourd'hui, encore plus en B2B, on est dans un message où on doit avoir quelque chose qui est structuré, qui prenne en compte les centres d'intérêt du client. Et encore une fois, derrière le mot de transformation digitale, en fait, c'est une adaptation beaucoup plus fine du business model aux besoins du marché. Et ça, je crois que c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui. C'est pas des plateformes de marketing automation qui coûtent des millions. C'est pas la réinvention de la plateforme e-commerce tous les 6 mois. C'est vraiment une prise en compte pragmatique du marché, de l'écoute. Et donc, ce que je disais en termes de maturité digitale en interne et l'écosystème externe, c'est vraiment de aussi s'adapter à la rapidité des évolutions du marché. Nous, par exemple, je citais Amazon, parce que bon, je pense que Amazon Business Services en B2B, ils ont fait des investissements lourds et de fait plutôt intelligents, notamment pour la population des TPE, PME en France, issus du modèle américain. Nous, on n'est pas dans ce domaine-là. On n'est pas à l'énième course d'innovation en B2B qui va faire papa-maman en ligne. On est dans une réponse pragmatique. Nous, dans le marché du papier, si j'isole ce marché-là, on n'est absolument pas challengé online. Je veux dire, nos concurrents d'en dessous ne sont pas dans la même dynamique que je viens de vous décrire de persona, de social selling, de inbound marketing, etc. Donc nous, on prend non seulement une longueur d'avance, on préserve notre position de leader, mais on s'adapte en continu sur, encore une fois, l'écoute du marché et l'évolution du comportement d'achat des acheteurs. Et l'achat en ligne représente quelle part de ce que vous vendez aujourd'hui? Alors, elle est forte chez nous. Alors, nous, c'est d'ailleurs l'achat en ligne, c'est ce qu'on est, donc c'est ce qu'on met sur le format de transaction électronique. Il est élevé, il est autour de 40%. Tout ça, ce qui est fort en B2B.
tout simplement parce que derrière, tu as aussi bien la vente en ligne telle que tu le ferais à la FNAC, mais tu as également l'EDI, l'extranet, D'accord. etc. Nous, on travaille quand même avec des gros faiseurs. Donc, quand tu travailles avec Unilever, tu travailles avec des transactions électroniques, d'EDI. On n'en est plus à l'envoi de la commande par email et par fax, quoi. Tu vois, donc, Et donc le use case que tu nous décrivais, il s'appliquait à l'ensemble de ces achats en ligne, l'achat en ligne classique, comme tu disais, comme à la Fnac et Amazon, mais aussi l'EDI, etc. Pour accéder à l'EDI et à l'extranet, ils devaient se caractériser selon leur persona. Alors non, se caractériser, la partie catégorisation et persona, elle est plutôt adaptée sur la cible vente en ligne, on va dire pure player, D'accord. qui chez nous est l'issue de cette transformation digitale. Il y a D'accord. encore 2 ans, chez Antalis, de manière classique, en B2B, pour avoir accès à un compte en ligne, il fallait que tu passes par l'activation via un commercial D'accord. et une tarification personnalisée. Aujourd'hui, on est dans un modèle où tu as un, un modèle, j'ai envie de dire, de commerce autonome, indépendant, où tu peux aller en ligne, créer ton compte, payer par carte bancaire, ou alors être accompagné par le commercial Antalis, qui va en plus de la vente électronique telle que tu le décris, Gabriel, avoir aussi des prestations de services, de valeur ajoutée, d'ateliers de formation, de démonstration de produits chez les clients, etc. Tu peux pas gérer. En fait, je vais te répondre différemment. Sur la partie pure player, l'important, c'est de faire un lien avec une personne que tu vas jamais rencontrer physiquement. Dans le cas de, si je reste sur Unilever, si on a eu le contrat, c'est principalement par un appel d'offres. Donc, si tu veux, de savoir que Josiane, l'acheteuse d'Unilever, a tel ou tel centre d'intérêt, travaille dans tel ou tel service, C'est pour moins. nous, c'est immatériel. En Hmm. revanche, là, la personnalisation, elle va se faire sur le périmètre produit que nous avons contractualisé avec Unilever. Parce que bien souvent, les 150 produits qui étaient l'objet de l'appel d'offres, les 12 500 autres que l'on donne, soit ne sont pas accessibles parce que tu es en EDI, tu es en achat fermé, négocié, et donc leur dire qu'on est leader de la décoration intérieure B2B, je pense que Josiane n'en a pas beaucoup d'intérêt. Voilà. Hmm. Donc, si on reprend dans l'ordre, contextualisation, maturité interne. Alors, passons 2 secondes sur la maturité interne parce que l'un des éléments, et on en parlait dans la préparation de cette rencontre, c'est tout ce qui va tourner autour du change management. Parce que je pense que quand on parle de transformation digitale, les gens pensent mécaniquement outils et process. Qu'est-ce qu'on va dématérialiser on a la petite bécane d'envoi d'emailing qui est has-been, qui a 15 ans. Il faut un truc marketing automation de A à Z, etc. Oui, il faut des outils. Pour autant, avoir une Ferrari qui ne sert à rien, qui ne sort jamais du garage, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Donc nous, on a vraiment travaillé et on a appris ça, parce que ça n'a pas été spontané ni natif au départ. On a vraiment dû apprendre cette notion d'accompagnement du changement. Comme je dis souvent, pour aller de A à D, il faut passer par B et C. Même des fois, il y a B1, B2, B3, B4. On va dans les profondeurs. Et très sincèrement, je pense que sur les sujets vraiment macro qui touchent à l'évolution du business model, au go-to-market, aux compétences des collaborateurs, on est passé de 10, 20, 30 jusqu'à 50% du temps en termes de change management. Et je pense que l'écueil principal de tous les acteurs, quelle que soit leur taille, qui a perturbé la réussite d'un projet ou sa rapidité d'implémentation, c'est cette partie de change management. Il ne faut absolument pas la sous-estimer. C'est à la fois, alors on n'a pas, nous, il y a des jobs à plein temps de change manager, ça n'existe pas. Hein. Donc c'est d'abord picouser l'encadrement en commençant par le top, le COMEX, sur l'importance du projet, l'onboarding, les éléments de langage, les éléments d'interprétation, les exemples d'illustration, pour que concrètement, il y ait d'abord cette appropriation avant même de comprendre ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que moi, je me rappelle très bien les premiers workshops qu'on avait faits.
je parlais pas de digital en Thalys. Je parlais à une population de chefs de produits, d'acheteurs en interne, etc., de commerciaux, en partant de leur rôle digital et leur expérience digitale dans leur vie du quotidien. Pourquoi réserver ses tickets de cinéma en ligne à la maison ou télécharger sa facture EDF en ligne versus poireauter 20 minutes au téléphone pour que quelqu'un décroche et ne pas faire pareil chez Antalis. Et donc là, c'est comme ça qu'on a créé cette prise de conscience que on n'enlevait pas sa casquette digitale de consommateur B2C à la maison quand on venait un acteur B2B au travail en passant la porte d'Antalis. Et ça s'est fait à travers des ateliers ou des formations? C'était quoi cette mécanique pour conduire ce changement? C'était tout ça. C'était des workshops, c'était des formations que j'appellerais plutôt des ateliers pédagogiques. J'aime bien ce mot anglais de awareness, donc de prise de conscience, parce que, encore une fois, si tu ne comprends pas la base du pourquoi, du comment, pourquoi est-il important? Tu vois, pour donner un exemple très concret, jusqu'il y a 1 an, un client en Thalys, s'il voulait avoir un bon de livraison émargé de sa commande B2B ou juste savoir où en était l'expédition de sa palette, il appelait le service client et la personne au téléphone devait chercher via la logistique, etc. Seulement depuis 1 an, il peut aller sur son compte client et télécharger l'information en ligne. N'importe quel collaborateur en Thalys, consommateur B2C à la maison, s'est dit, non mais il était temps, heureusement. Donc on est vraiment dans un modèle où, encore une fois, c'est prendre... Et moi qui interviens sur pas mal de conférences dans ce cadre-là, très sincèrement, moi je m'épargne maintenant ce débat B2B, B2C. Ce débat, il n'a plus d'actualité. On est un consommateur, acteur, collaborateur d'une entreprise. Et aujourd'hui, c'est l'expérience client qui prime. C'est vraiment d'utiliser les bons leviers, le bon sens. Alors, oui, on a de la chance d'avoir des gens comme Amazon qui vont nous donner le ton du marché, qui vont nous inventer des nouvelles fonctionnalités, qui ont des gros moyens, qui ne sont pas du tout dans les marchés de papier et d'emballage comme on l'est nous, avec un historique qui est beaucoup plus ancré, terrien et on va dire peut-être un peu has-been sur certains aspects, qui peinent à évoluer. Exemple du dernier bon de livraison que je donnais, mais en soi, il n'y a rien de grave. Après, c'est une question de mettre le curseur au bon endroit, de faire évoluer sa boîte, mais on ne va pas décréter la transformation digitale d'un acteur B2B sans prendre en compte les collaborateurs en interne qui vont justement faire évoluer leur propre boîte à outils. Et comment tu expliques cet écart dans la prise de conscience ou dans l'awareness entre ce que les collaborateurs vivent en B2C et ce qu'ils sont prêts à accepter comme évolution de leur entreprise B2B? Pourquoi il y a souvent un écart et un silo, qu'il faut faire des formations dédiées sur le sujet? Parce qu'à un moment, si tu veux, l'expérience de consommateur personnel va se confronter au process de l'entreprise, aux outils et à la compétence. Je donne un exemple très concret. Tu es chef de produit issu du marketing traditionnel et tu as 15 ans d'ancienneté chez Antalis. Tout d'un coup, on te parle de persona, d'accueillir dès le premier mail de confirmation de création de compte avec un contenu spécifique. On t'a dit pendant 15 ans que la promotion de tes gammes papier se faisait via un catalogue et certes en ligne également, mais avant, tout passait par un commercial terrain. Maintenant, tu peux créer ton compte en ligne. Donc, ça veut dire que tu dois être visible en ligne. Ça veut dire que tout d'un coup, on te demande de faire du SEO, du SEA, du contenu premium en ligne, des podcasts. Et là, tu te dis, mais moi, j'ai pas été formé là-dessus. C'est pas mon métier. C'est pas mon métier. Alors que le métier n'a pas changé. On est toujours dans une promotion d'une gamme, dans la gestion de différents
référence produit. La seule différence, c'est que avant, on en mettait une page de tartine dans un catalogue, et maintenant, il faut le mettre sur 2 lignes d'une balise, d'une title, etc. Jusqu'il y a un an, j'avais des chefs de produits qui étaient convaincus que de vendre une machine d'emballage à 3 000 € en ligne, il n'y avait pas besoin de photos. Alors moi, je ne sais pas vous, mais moi, je ne vais pas en vacances au bout du monde sans avoir vu une photo de l'hôtel où je vais, personnellement. Donc, on en revient, Gabriel, à l'exemple de B2C. Même en banlieue. Ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que à un moment, et ça répond à ta question, qui est de dire pourquoi donc, il y a plus le fait de ne pas avoir les compétences qui finalement met des œillères sur la nécessité de changer, quoi. Vu que moi, je ne sais pas changer ou que ça ne me semble pas facile, je refuse de voir qu'on doit changer. Oui, et puis après, si tu veux, c'est une passerelle. Et en fait, notre travail, encore une fois, diriger la transformation digitale, en soi, ça n'a pas grand-chose à dire, parce que derrière, c'est des business models, c'est des process, c'est de l'humain. Moi, mon travail, c'est quoi? C'est de réduire le gap, l'écart entre les besoins du marché, la réponse d'Antalis au marché, et au sein même d'Antalis, l'écart de compréhension et l'utilisation et le remplissage de la boîte à outils de chacun des collaborateurs pour répondre et s'adapter à ces besoins du marché. Donc, si je reprends encore une fois l'exemple du chef de produit, puisque tu me parlais de méthode. J'aime beaucoup cette notion de réduire l'écart, en fait. Oui, en fait, c'est. Parce que c'est vraiment ça, c'est ce rôle de passerelle entre les attentes du marché et les réponses, mais aussi entre la capacité à faire pour réussir à faire, en fait. Oui, et puis si tu veux, mais cette notion d'écart, encore une fois, quand tu la présentes, tu me parlais tout à l'heure de la méthode pédagogique, des ateliers, mais c'est aussi des entretiens individuels, c'est de l'accompagnement. On en revient encore une fois à d'abord la casquette consommateur à la maison. Moi, il y a 2 ans, je ne réservais pas mes billets de cinéma en ligne, tu vois. Parce qu'à la limite, si j'arrivais assez tôt au cinéma, sans faire la queue à la réception ou à l'accueil, il y avait aussi des bornes interactives qui me suffisaient pleinement. Bon, tout comme il ne faut pas envoyer un message de faire du numérique pour faire du numérique, ou alors de digitaliser à gogo. Nous, il y a des process où le relationnel humain, moi, quand je te décris 40% de nos ventes qui sont transactionnelles, le marché principal, enfin, la méthode principale de go-to-market chez nous reste, et dans 10 ans restera, l'humain, le commercial terrain. Parce que nous, on vend des produits, on ne vend pas des post-it, on vend des produits plutôt techniques. Et la particularité d'Antalis, dans 80% de ce qu'on vend, on est dans une vente triangulaire. C'est-à-dire que moi, je ne vends jamais au client final. Donc, quand je vous donnais l'exemple de Louis Vuitton et de sa décoration à l'intérieur, je ne vends pas à Louis Vuitton. Je vends à un prestataire qui va être soit un architecte, soit un designer, soit un imprimeur grand format qui va prendre ma matière première, appliquer la décoration Louis Vuitton et le vendre à Louis Vuitton. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire que moi, je dois évangéliser le prestataire tout en séduisant Louis Vuitton qui se dit « Ah ben c'est ça que je veux sur mes murs ». Donc pourquoi je dis ça? C'est-à-dire qu'à un moment, Louis Vuitton, je ne vais pas l'atteindre par des newsletters en 3D, par des podcasts, non. À un moment, le rôle du commercial, avec sa petite valise de démo, ses échantillons à toucher, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, j'aurai toujours besoin de ça. Sinon, ça ne va pas le faire. Donc, il faut... D'outils de marketing automation à plusieurs reprises en évoquant le fait que tu n'as pas voulu aller vers des usines à gaz, etc. Alors, c'est un sujet que je connais bien vu que j'ai écrit avec Stéphane Coulot de Webmécanique un livre sur le marketing automation et des scénarios de marketing automation. Je le montre à la caméra. Quelle solution tu as utilisée finalement? Tu parlais de solutions plus simples et moins coûteuses. Ouais, j'aime bien cette minute pub là sur le livre. On n'avait pas prévu la minute pub, mais bon. Alors, quand je te dis usine à gaz, non, ce que je veux dire sur le marketing automation par rapport à ce que je disais précédemment, c'est que c'est pas le point de départ. C'est plus, tu vois, l'accompagnateur. Ah ouais, mais l'outil doit toujours arriver à la fin et pas au début. Hein. Voilà, trop d'acteurs réussissent à vendre leurs outils avant que la stratégie soit faite.
Pour autant, nous, on est Oracle et on a Eloqua. Donc, je ne vais pas te dire que c'est pas non plus le truc. C'est pas le plus facile du monde non plus. Voilà, on a beaucoup travaillé pour Eloqua, c'est pas le plus. Voilà. Donc, c'est pour ça, tu vois, il faut pas non plus, faut pas faire une erreur sur la marchandise. C'est-à-dire que, bon, après, si tu veux, nous, on n'est pas non plus une PME. On a 30 pays, on doit harmoniser nos outils, on a SAP, on a Oracle en marketing automation, on a OutSuite en social media, c'est pas la même dimension. Donc, tout ça pour dire que le choix de l'outil, et c'est là où peut-être qu'on peut s'accorder par rapport à un axe beaucoup plus pragmatique, c'est que, et tu l'as très bien dit, l'outil vient à la fin, il vient en réponse à une direction business, à des pratiques éprouvées, approuvées, en cohérence avec, parce que quelle que soit la taille de l'outil, on a tous vu des entreprises où l'outil CRM était utilisé à 20% par les commerciaux. Bon. C'est pas qu'il y a de la mauvaise volonté commerciale, c'est qu'à un moment, soit tes process au quotidien ne permettent pas l'utilisation, soit l'outil n'est pas adapté, soit le commercial n'y voit pas d'utilité. Moi, mon principe, c'est que un outil doit être une solution core, master. Quand tu as 30 pays, tu ne peux pas avoir 10 solutions de marketing automation. Donc déjà, on harmonise les pratiques, les bonnes pratiques, la formation, l'appropriation. Et un outil doit toujours être une valeur ajoutée à son acteur. S'il n'y a pas de photo d'une machine à 3 000 € d'emballage sur le site internet, c'est pas parce que le chef de produit il est feignant. C'est parce qu'à un moment, le process n'a pas permis que si le commercial n'utilise pas le CRM, c'est parce que on a encore une fois peut-être tout simplement pas accordé dans la gestion du temps cette phase privilégiée, cette étape dans la journée pour que justement ce qu'il va remplir, il ne le fasse pas pour lui. Il le fasse par exemple pour le marketing parce qu'on va s'apercevoir qu'à l'issue d'un rendez-vous client, on pourrait par exemple développer un contenu premium, un livre blanc pour faciliter la compréhension de telle ou telle gamme de produits qui est plutôt innovante, nouvelle sur le marché, etc. Tout ça pour dire que la transformation digitale, ça ne veut pas dire qu'on était vieux, has-been et qu'on est tout d'un coup moderne. C'est que le digital doit faciliter le go-to-market, la compréhension, la rapidité et apporter de la valeur ajoutée. Nous, c'est ça. Et moi, je dis souvent que quand on a revu notre plateforme e-commerce qui est visible sur antalis.fr, on l'a fait pour, déjà parce qu'il y avait une plateforme précédente qui était plus que vieillissante, mais on l'a fait avec l'idée de se dire, on garde 2 ans d'avance sur les besoins du marché et la concurrence. Et quand on fait ça, ça a 2 vertus. La première, c'est que le concurrent, il ne va pas vous copier dans les 6 prochains mois. Et la deuxième vertu, c'est que ça vous donne du temps pour continuer votre veille et la consultation du marché pour justement aller vers l'essentiel et adapter de plus en plus le besoin. Les 2 personas que je décrivais dans la création de compte, si tu n'en fais rien, ça ne sert à rien. Enfin, tu peux avoir 10 000 profils enregistrés. Si derrière, tu leur proposes 3 liens dans l'email qui aboutissent à rien, qui ne sont pas cliqués, que le livre blanc n'est pas téléchargé, que l'invitation au prochain salon professionnel n'est pas utilisée, il faut aussi revoir le contenu de ce que tu proposes. Et donc là, on est vraiment, on met sous tension positive des groupes de travail. Donc moi, concrètement, ça veut dire qu'on a chaque mois un comité éditorial, des chefs de produits, des chefs de marché de chacun de nos secteurs d'activité pour justement adapter le contenu qu'on va proposer sur les sites, sur les newsletters, sur les réseaux sociaux et sur les sites partenaires. Voilà. C'est pratico-pratique. Très bien. Alors là, on a pas mal parlé, oui, de la mise en place de cette plateforme e-commerce pour gagner ces 2 ans d'avance. Quelles sont les autres actions que tu as menées par la suite en termes de transformation? Est-ce que vous êtes allé aussi sur l'expérience client, sur d'autres aspects aussi plus logistiques, le cas échéant? Alors, tu as raison, l'un des travers, y compris dans ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, c'est que bien souvent, on résume la transfo au périmètre marketing et commercial. Alors, c'est aussi parce que c'est un peu le nerf de la guerre, on va dire. Pour autant, nous, on est bien sur un plan. Alors, c'est même un
un parcours qui avait commencé avant même mon arrivée, parce qu'on n'a pas attendu de créer le poste pour. Donc, tu as raison, ça concerne la supply chain, la relation fournisseur. Nous, on a lancé une marketplace des arts graphiques et de la communication où tu peux vendre des accessoires de communication, de l'encre d'imprimerie, des pièces de maintenance, d'impression numérique, etc. Tout ça doit se faire avec une fluidité, des flux électroniques poussés, parce que sinon tu te retrouves avec des fichiers Excel, des images, etc., où tu ne peux pas dupliquer le travail chez nous alors qu'il pourrait être fait chez le fournisseur. Donc, il y a aussi le process RH. On dématérialise de plus en plus. Moi, je suis arrivé chez Lentalis il y a 6 ans. Je pense que ma première journée, j'ai passé 2 heures à remplir un dossier papier sur l'arrivée du nouveau collaborateur. Donc, tout ça, on le développe. Il y a également toute la partie intranet, compte numérique du salarié, feuille de paye, etc. On travaille également toute la partie e-learning qui est importante dans la dématérialisation d'accès à des thématiques variées selon les populations et les cœurs de métier. Donc, après, si tu veux, la difficulté, bon, après, il y a une question de ressources, concrètement. Après, il y a une question de temps, puis aussi une question de priorité. On est sur des marchés, nous, qui bougent beaucoup. Donc, ça veut dire que derrière, on s'oblige quand même à prioriser, pas tant d'un point de vue rentabilité, profit, mais plus, je pense qu'il faut pousser les sujets, aussi bien ceux qui vont simplement contribuer à ancrer davantage que la digitalisation est nécessaire. Donc, encore une fois, d'avoir un coffre-fort électronique du collaborateur, ça a un côté rassurant, ça a un côté moderne. Il n'y a aucune valeur ajoutée, si tu veux, de rentabilité là-dedans. Mais ce même collaborateur qui peut-être est le chef de produit que j'essaye de convaincre en SEO ou en SEA, peut-être que là, encore une fois, il va ancrer davantage que « Ah oui, le digital, c'est vraiment mon quotidien. » Voilà. Et honnêtement, 6 ans après, il y a des personnes, je les vois très bien nommément, qui ont radicalement changé leur posture, leur vision des projets, la façon dont ils abordent les tâches, dont ils se posent les questions, ils se mettent davantage à la place du client. Donc, je pense que le digital a aussi contribué à changer l'écosystème et la gestion de projet chez nous. Je pense qu'on aborde réellement le marché très différemment. Et puis surtout, on est dans un axe où derrière, les bénéfices, on doit les mettre dans la banque à long terme. C'est-à-dire que quand tu abordes un sujet d'innovation et que tu es passé par la transformation digitale, je pense que tu vois les pour, les contre, les étapes différemment de ce que j'appelle en l'occurrence le marketing traditionnel. Parce que quand tu travailles sur la publication d'un catalogue annuel, c'est un temps annuel. C'est un rythme. Oui, c'est pas les mêmes rythmes. Tu as un rétro-planning des 6 mois d'avant, etc. Alors qu'en transfo digital, maintenant, on est devenu agile. On a un nouveau produit, on a un doute, on le met sur le site internet, on le teste pendant 3 mois et puis on n'a pas mis 10 palettes en stock, on n'a pas investi des moyens marketing de fou. On démocratise un peu cet accès nouveau à l'innovation, au marché. Et puis, on se dit que cette notion de risque, on la revoit aussi parce que les risques, en fait, sont assez limités. Et on va gérer ce lancement de nouveaux produits conforté de data, de centres d'intérêt, de parcours clients en ligne grâce à Eloqua pour que les clients, justement, nous apportent les réponses qu'on a, qu'on a à nos questions, de savoir est-ce que le produit il est compris et puis le terrain de jeu du digital, il est formidable parce que à une fiche produit en ligne classique, tu peux rajouter un case study, un témoignage client, une vidéo de démonstration, des avis clients, des photos additionnelles, des vidéos d'utilisation. Donc, ce qui était avant contraint à une page d'un catalogue qui coûtait cher, tu peux
Le démultiplier. Tu peux décupler le go-to-market et la façon dont on parle aux clients. Donc ça, c'est ça la transformation digitale. C'est pas juste j'ai gagné une demi-heure par jour parce que je fais électroniquement ce que je faisais avant par fax ou par papier, quoi. On a une question de Daniel qui revient sur le comité éditorial que tu as mis en place, qui dit que c'est très bien de pouvoir associer en mensuel les personnes des départements concernés. Et il constate que c'est pas toujours évident, donc ce serait intéressant que tu nous donnes la façon dont tu as fait ça et que tu as pu les réunir. Et il pose aussi la question de à quoi ressemble le calendrier éditorial. Ok. Alors, bonne question. En fait, le côté pas évident, ouais, ça résume les 3 premiers mois qu'on a. Parce que tout d'un coup, déjà, c'est mettre autour de la table des gens qui, forcément, ne se parlaient pas systématiquement ou naturellement dans le passé. Hein. Donc là, je vous évite l'écueil du marketing opposé à la vente. Hein, on a tous vécu ça. Mais nous, on a aussi mis autour de la table des personnes qui ne sont pas forcément dans le quotidien. Moi, des fois, dans le comité éditorial, j'invite... Si par exemple, j'ai un fournisseur qui est dans le bâtiment ce jour-là, je peux le faire intervenir au comité éditorial parce qu'il aura un point de vue différent des besoins du marché ou des tendances. Donc concrètement, un comité éditorial, c'est chef de produit, chef de marché, responsable social media, en général un commercial ou deux, et la responsable du périmètre marketing communication. À partir de là, on a des cases. On a des cases de nos canaux de vente et de canaux de communication. Donc ça va être le social media, ça va être la création de contenu, ça va être le graphisme, ça va être les besoins visuels. Ça peut être une agence externe aussi, si on a missionné une agence externe pour faire de la création de contenu plutôt premium, livre blanc, infographie, témoignage client, vidéo client. Et donc, on a une visibilité à 3 mois, parce que de faire un comité mensuel pour le mois d'après, c'est très difficile. Anticiper les ressources, le contenu, mobiliser les gens, tout ça prend du temps. Hein. Donc, on a une visibilité en fait à 3-6 mois, pour être tout à fait concret. Après, d'un point de vue pratique, on a un planning. Donc, nous, on utilise Trello, si ça parle aux marketeurs qui sont sur le call. Hein, donc, Trello, c'est un système de... par carte, dans un Kanban. Ouais. C'est du project management par carte. Donc, un projet égale une carte. Donc là, on va faire un flux de qui fait quoi, des livrables. Et donc, pour finir la réponse à la question du contenu, nous, on a, si tu prends 100% du contenu, on a 40% du contenu qui est plutôt axé produit, lancement, service, client, etc. 40% qui est plutôt, on va dire, du corporate, du partenaire. Donc, nous, par exemple, on est très HP sur la communication visuelle. Donc, ça va être un témoignage du directeur innovation de HP, par exemple. Bon, voilà. Et les 20% restants, c'est du contenu complètement autre à Antalis. Donc, par exemple, sur les réseaux sociaux, le mois dernier, on a eu un article du top 10 des applications B2B. Voilà. Curieusement, c'est d'ailleurs les contenus en général qui marchent le mieux. Hein. Encore une fois, Antalis aimant Antalis, il ne faut pas faire que du Antalis. Sinon, c'est la différence entre intéressé et intéressant. Il faut quand même un bon dosage entre intéressant et intéressé. Ouais, qu'est-ce qu'on a appris de ce comité éditorial? Maintenant, ça a 2 ans en termes de mise en place. C'est énormément de pression parce que le contenu, encore plus en B2B, s'il veut être qualitatif, il est coûteux. C'est dur de se rafraîchir parce que bien souvent, on tourne en rond. Et oui, j'admets que quand on a une ou 2 cases vides dans un temps creux d'un long week-end ou d'un mois de vacances, il ne faut pas s'interdire de réutiliser un contenu qu'à 6 mois. Il n'y a aucun problème. C'est un peu le principe du replay qui est toujours... Pardon. Du replay d'un webinaire qui attire en général plus de monde que l'original. Que le webinaire en lui-même, oui, tout à fait. Voilà. Donc ça, c'était coûteux, difficile à rafraîchir, pas tout le temps. Par contre, quelle cohésion d'équipe, quelle
vision de ce qu'on veut apporter au business. Et puis, c'est un vrai challenge parce que ça veut dire que quand on collecte des datas de centres d'intérêt ou de persona, c'est de plus exaltant parce que c'est la course à la meilleure réponse qu'on va apporter. Et là, pour le coup, et je le dis tout à fait avec beaucoup d'humilité, on a vraiment pris une longueur d'avance sur les concurrents. Parce que quand vous faites ça, vous faites du marketing aux petits oignons. Et je veux pas croire, quand je parle coûteux, je parle des 5 livres blancs qu'on va faire à l'année. Hein. Je parle pas de... À la base, tout ce que je vous décris, c'était des budgets très, très minimes. Je n'ai pas une armée. Moi, j'ai une personne au social media chez Antalis, au siège. Je n'ai qu'une personne. Je n'ai pas 10 personnes. Par contre, j'ai des relais locaux dans les pays. Mais tout ce que je vous décris, c'est en transverse, parce que je puise au marketing, à l'IT, au web design. En transverse, c'est une 50aine de personnes. En direct, sous moi, c'est 6 personnes. 6 personnes. Dans un groupe qui fait 2,2 milliards de chiffre d'affaires. On n'est pas sur des gros budgets, j'ai pas une armée de personnes. Hein. Par contre, on est exigeant sur la méthodologie et l'intelligence qu'on y apporte. Je préfère perdre un mois ou un trimestre dans un projet que de faire des trucs à l'arrache. À l'arrache, ça marche pas. Encore une fois, 50% de change management. Si vous coupez court au départ à la pédagogie, vous vous plantez. Ou alors, vous ne bénéficiez que de 60% de l'effet positif. Donc, c'est dommage. On a une nouvelle question de Daniel qui dit sur la gestion des langues, comment vous avez mis ça en place? Donc, nous, tout ce qu'on fait au siège, on est dans un master. Donc, nous, on a 30 pays, j'ai 22 langues différentes. Donc, on a toujours un master en anglais. Et après, le pays va localiser. Donc, localiser, c'est traduire un contenu et adapter localement. Par exemple, moi, quand je donne un contenu, je peux très bien voir le UK ou le Portugal qui dit ah ben tiens, ce contenu résonne avec un cas client local. Donc, ils ajoutent du contenu pertinent localement si c'est le cas. Voilà. Et Daniel pose aussi la question si la publication officielle de la page LinkedIn est en anglais. Alors, nous, sur LinkedIn, bonne question. Je suspecte Daniel d'être un collaborateur Antalis. Non, je plaisante. Il y a 6 ans. Non, Daniel, et je le connais parce qu'on est investisseur dans une boîte en commun. Il y a 6 ans, on avait 39 pays. Parce que depuis, comme on a été racheté, il y a la partie de l'Asie qui est partie dans le siège japonais. Il y a 6 ans, pour 39 pays, on avait 53 pages LinkedIn. Aujourd'hui, on en a 3. Donc, on a 3 pages. On a une page corporate, on a une page thématique pour les papiers et une page thématique pour le packaging. Le master est en anglais. En revanche, pour ceux qui savent ou qui ne savent pas, dès que tu passes la barre des 300 followers, tu peux localiser. Donc, on a... donc, effectivement, quand tu vas sur Antalis, la page Antalis de France, tu vas avoir un contenu beaucoup plus soit en français, soit en anglais. En revanche, par le mécanisme de localisation LinkedIn, si tu es au Portugal et que tu as les 300 followers, tu verras le même contenu master en portugais. Très bien. On arrive à la fin de ce webinaire. Moi, je voulais te poser la question en conclusion. Moi, j'ai beaucoup aimé ta formule de réduction d'écart entre les attentes du marché et les solutions que vous apportez, mais aussi réduire l'écart sur les compétences pour mener à bien ces transformations. Où en es-tu de cette double réduction d'écart aujourd'hui? Tu disais tout à l'heure que les collaborateurs avaient pas mal changé dans leur mentalité, qu'ils s'appropriaient beaucoup mieux cette notion de service au client. C'est quoi le constat que tu fais après 6 ans de transformation et de change management? Alors, il y a 6 ans, je pense que, puisqu'on l'a fait en interne, on s'était amusé à dire quelle est la base de départ de maturité de 1 à 10. Je pense qu'il y a 6 ans, on devait être à 3 sur 10. Là, je pense qu'on est passé le cap de 5,5, 6. Donc, ça veut dire qu'on a encore du chemin à mener.
Je pense que c'est très disparate de certaines fonctions à d'autres. Je pense qu'on a fait d'énormes pas en amont sur la population marketing, encore une fois, sur la qualité du contenu, sur le SEO, sur le SEA, sur je parle beaucoup de go-to-market, mais je pense que c'est la bonne expression. Après, il y a aussi un constat, 6 ans après, que au bout de la 5e formation SEO à un chef de produit qui est là depuis 20 ans, on va s'épargner la 6e formation, quoi. Donc là, on revoit les process. On revoit les process. On a aussi accepté d'externaliser certaines tâches parce que ça va plus vite, c'est des compétences dédiées. Avec le recul, maintenant qu'on a des beaux succès dans certaines équipes, on a cette notion de champion, donc de champion, donc de référent. Donc au lieu de dupliquer 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois la même formation, on a Robert dans l'équipe chef de produit France qui est spécialisé, qui a tout compris et qui va faire des petits avec ses camarades. Ce qui nous permet, nous aussi, de décentraliser tous ces éléments, sinon c'est très chronophage. Le problème, quand on dit transformation, la transformation, c'est un effet un peu de je transforme 5 ingrédients en un gâteau au chocolat et après, le gâteau au chocolat, il est fait, je le mange, c'est fini. Dans le cas d'un business B2B ou B2C du reste, en fait, c'est le point de départ. C'est que là, nous, on est en évolution. C'est pour ça que maintenant, on préfère évolution du business model à l'inverse de transformation, parce que en fait, le train va jamais s'arrêter. Donc, en fait, il faut insuffler et il faut garder cette flamme en permanence pour que justement, on soit en veille permanente et en évolution permanente. Donc, en fait, on l'a plus intégré comme mode opératoire, Gabriel. Et donc, ça, c'est l'écart dans l'évolution des personnes et l'écart entre les attentes du marché en termes de digitalisation et ce que vous apportez. Il y a encore un grand écart. Si tu pouvais mettre une note de la même façon au cas où. Dans le papier, non, l'écart, on est plutôt en lead. Dans l'emballage, parce que notre volonté, c'est de descendre de l'emballage industriel du haut de la pyramide vers le bas et challenger les autres marques que j'ai citées en introduction, là, on maintient encore un certain retard. Objectivement, tu ne peux pas faire d'un acteur qui était plutôt issu de la vente traditionnelle terrain un champion pure player en 2 ans, 3 ans, c'est pas possible. Donc là, on en revient. Et là, je pense réellement que ça va passer par le renouvellement des équipes et des talents. Tu vois, même, c'est anecdotique, mais même sur une population de comptables, tu vois, on recrute un nouveau comptable. Et ben aujourd'hui, si on a un nouveau comptable, en écartant toutes ses compétences comptables, ben on va privilégier quelqu'un qui a baigné précédemment dans un acteur plutôt digital, parce qu'il aura ce mindset, cet état d'esprit. Parce que pour nous, ça contribue à propager ce climat digital que je t'ai décrit en introduction et qu'on recherchait il y a 6 ans. Sur la communication visuelle, j'ai envie de te dire, sans botter en touche, que la question, elle ne se pose pas telle que tu l'as posée, parce que là, on est vraiment dans cette vente triangulaire où on doit séduire les architectes, les designers. Donc, on est vraiment... En fait, le digital est plutôt non pertinent, parce qu'on est vraiment sur des marchés où ce qui prime, c'est la tendance, en fait. C'est la tendance, c'est la mode, c'est le marché, c'est les couleurs, la texture. Donc là, le sujet, c'est plus l'innovation, mais ce n'est pas l'innovation digitale, c'est l'innovation marché et produit. Merci beaucoup, Franck. C'était passionnant. Écoute, on en sait au moins un peu plus sur nos périmètres d'activité. Humblement, je crois que ce qui est intéressant, c'est la méthodologie. Après, ce que j'ai dit, ça peut s'adapter à tout corps de métier, tout type de produit, honnêtement. Ouais, on a bien pris conscience de l'importance de ces 50% de change management, de conduite de changement dans un projet de cette nature et dans une entreprise comme la vôtre. Merci beaucoup. C'était le dernier webinaire avant la rentrée. On vous informera à la rentrée avec qui on aura la chance de
continuer ces discussions. La semaine prochaine, pour ceux que ça intéresse, on fait le deuxième lancement, le lancement Early Adopter de SalesDeck, donc la solution de rendez-vous clients en visio qu'on est en train de développer pour rendre les rendez-vous clients en visio mieux préparés, plus engageants et mieux documentés. Je vous invite à venir à la même heure, 10h, le vendredi 1er juillet. Pour ceux que ça intéresse, c'est pas directement 1 minute 30, c'est vraiment un nouveau produit qu'on lance, SalesDeck.io aussi, si vous êtes curieux. Merci beaucoup, Franck. C'était très merci sympa. à toi. Et pour ceux qui veulent continuer soit l'histoire ou d'autres questions complémentaires, n'hésitez pas à me solliciter via LinkedIn, ça sera avec plaisir. Voilà. Franck Chenet sur LinkedIn. Merci beaucoup. Voilà. C'était la deuxième minute. Ciao. Non, mais il faut, t'as raison. On est là pour ça. Non, mais on croit, non, mais surtout, on croit beaucoup au partage de bonnes pratiques et ce que tu vois, ce que j'ai expliqué là, je le fais aussi à des COMEX, d'autres boîtes pour justement, parce que je pense qu'il y a un côté rassurant et il y a aussi toujours un partage d'expérience qui est clair, en fait. Et c'est ça qui est important. Merci à tous, en tous les cas. Et merci à Gabriel de ton accueil. Merci beaucoup, Franck, et tu as les remerciements dans le chat aussi des participants. D'ailleurs, Daniel va peut-être te contacter parce qu'il avait encore quelques questions. Je pense qu'il faut que je passe une journée avec Daniel, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Ciao. À bientôt.